Merci de nous choisir sur New World Economy à l'heure de Éco-Jeunes. Accroître l'inclusion numérique en Afrique et donner l'accès au numérique à chaque Africain pour quel impact économique. Nous en parlons sur ce plateau avec nos invités du jour. Samuel Dao, il est ingénieur cofondateur Bizier Corporation. Nous avons donc le privilège de t'avoir sur ce plateau. Merci d'être avec nous, monsieur Samuel. Le plaisir est partagé. Ça va? Ça va très bien, vous? Alors, ça va également de mon côté. Alain Gaba, il est spécialiste en marketing et stratégie. Alain, aujourd'hui, nous sommes là pour offrir un débat exceptionnel à nos téléspectateurs. Merci d'être avec nous sur le plateau. Merci beaucoup, Coco, pour l'invitation. C'est toujours un réel plaisir de retrouver les amis dans l'émission Éco-Jeunes. Et comme tu l'as dit, nous aurons un débat très exceptionnel, partager de belles expériences avec nos téléspectateurs pour pouvoir grandir ensemble. Et je dis d'ailleurs que je te trouve très très élégant aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle est donc spécialiste digital brand manager à Sigma Corporation. Karine Atolou Bon, que nous avons également donc sur ce plateau. Karine, ça fait plaisir d'avoir une femme et notamment toi sur ce plateau. C'est un plaisir partagé. Un plaisir partagé. Alors, nous parlons tout de suite de l'inclusion numérique en Afrique. Quel impact économique? Samuel, qui est donc cofondateur de Bizier, il est très important pour nous de savoir d'abord, quand on parle de Bizier, il s'agit de quoi? Samuel. Alors, Bizier, tout d'abord, Bizier, pour ceux qui ne le savent pas, Bizier, en fait, c'est une contraction du business de lever. Je veux dire businessier. C'est du business. Ok, businessier. Businessier. Ok, c'est pas Bizier. En fait, c'est businessier, mais on a juste de façon contractée. Voilà, pour obtenir Bizier. Ok. Voilà. Donc, Bizier, c'est un partenaire. C'est un ami qui se veut proche en fait, des clients, des vendeurs. Donc, c'est un site marchand donc, qui met en relation les acheteurs et les vendeurs. Voilà. Donc, à travers tout un pack de boosts et d'offres de services, donc nous mettons, nous donnons de la visibilité également donc, à ceux qui veulent faire la promotion de leurs services. Je prends les jeunes entrepreneurs qui commencent. Voilà. Donc, il faut noter qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui se lancent en entrepreneuriat, mais d'autres vont se servir par exemple de Facebook, d'Instagram et puis récemment de TikTok pour pouvoir faire la promotion de leurs articles. Mais déjà, il faut que tu aies une communauté, en fait, assez grande pour pouvoir faire cette publicité-là. Et pour ceux qui ont des moyens, peut-être ils vont faire des campagnes publicitaires sur Facebook, Google Ads, ou peut-être avoir des sites web. Donc, pour pallier à tout ça, nous avons dit pourquoi ne pas créer une plateforme, d'accord, ou qui permettrait donc à ces personnes-là de se concentrer uniquement sur leur cœur métier. Et nous, on s'occupe donc de faire le marketing. Donc nous faisons tout le marketing tout autour de la plateforme et nous ramenons tout ce que tu as fait sur la plateforme pour leur donner un peu plus de visibilité. Donc voilà un peu ce que c'est que Bizier. Super. Alors donc Bizier est accessible à tout le monde? Bien sûr, Bizier est accessible à tout le monde, que ce soit sur les ordinateurs, sur les tablettes, sur les iPhones. D'ailleurs l'application est disponible sur Play Store en version bêta. Ok. Voilà. Donc tout à fait accessible. Et gratuit bien sûr. Alors nous parlons du marketing et lui il est spécialiste en marketing. On fait un peu de pédagogie avant de lancer l'émission proprement dit. Alain, quand on parle d'un marketeur, c'est bien ça? Oui. Il s'agit de quoi exactement? Alors quand on parle d'un marketeur, c'est cette personne-là qui est capable de vendre un produit. Et pour pouvoir vendre un produit, ça part d'abord de l'élaboration de la stratégie, d'un plan d'action pour pouvoir arriver à amener le produit vers les consommateurs. Tout à l'heure, il a dit, généralement, je suis peut-être entrepreneur, je crée ma structure, je produis, mais ça ne veut pas dire que mon produit est en même temps disponible sur le marché. Il faudrait des mécanismes pour que ce produit-là puisse atteindre les consommateurs finaux. Et c'est là, en fait, que le marketeur intervient à travers le développement de stratégies, à travers un certain ensemble je dirais, de connaissances, et d'abord au préalable du marché, ou dit en fonction de votre produit. Je pense qu'il est important de mettre ceci. C'est lui qui peut-être peut définir également les campagnes publicitaires qu'il faut pour pouvoir permettre au produit de se faire connaître par le marché cible. Donc, en gros, un marketeur, c'est quelqu'un qui arrive à promouvoir un produit afin que ce produit-là puisse atteindre les consommateurs finaux. Je pense qu'on a pris la leçon également. On parlera du Digital Brands Manager. Je prends du temps pour pouvoir épeler ça. Karine, dites-nous sur ton métier. Dans mon métier, en fait, je dirais que je travaille sur des profils. Sur des profils. Des profils de personnalité
public et politique. Ok, Donc, je travaille sur leur image ok. afin de les rendre visibles sur le digital. Donc, Pas pour les rendre beaux. non, 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 non. Ok. non. C'est les C'est rendre important de visibles. comprendre pour les rendre visibles. Visibles. D'accord. En faire des personnes de référence dans leur domaine. Donc, à la fin, je fais de ces personnes-là une marque en fait sur les réseaux. Waouh. Donc c'est carrément un métier. Puis c'est un métier. Faire d'une personne une marque. Oui, parce qu'on s'est rendu compte qu'à travers, on peut vendre une personne aussi. On peut vendre une personne. Oui, on peut vendre une personne à travers, pas vendre au sens littéral en fait. Ok, merci pour la précision. Voilà, vendre une personne à travers son image sur les réseaux sociaux pour en faire, comme je l'avais dit, une référence dans son domaine. Alors, quand on parle de référence, c'est-à-dire que cette personne soit à même de pouvoir attirer les autres, attirer des gens vers lui, ou peut-être un spécialiste dans un domaine spécifique. Explique un peu. Ok. D'abord, je pars sur les acquis que ces personnes ils ont déjà. En termes de compétences, De en compétences, termes de... voilà. Ok. Donc, dans mon travail, je me charge de partager en fait ces acquis qu'ils ont déjà et maintenant montrer encore d'autres facettes d'eux. Ok. Dans mon travail, je dirais que ça touche deux aspects. Il y a cet aspect professionnel et puis personnel aussi parce que on ne peut pas vendre tout le temps les gens sur le plan professionnel. Quelque part, ça ennuie un peu. Donc, il faut trouver le moyen de mêler le professionnel du personnel. Ok. Je pense que si on devrait peut-être prendre cette émission pour faire la pédagogie et savoir véritablement sur ce métier de digital brand manager, le temps ne nous suffirait pas, mais on aura certainement d'autres occasions pour apprendre davantage sur ton métier, Karim. Et j'espère que tu feras de moi cette personnalité, parce que c'est bien ça, Samuel. Ah, bien sûr, bien évidemment, une marque. Mais derrière ça, il faut le fric, c'est ça. Oui. Alors, c'est ce qui nous amène à parler aujourd'hui de l'inclusion numérique en Afrique. Samuel, est-ce que tu as l'impression aujourd'hui que les Africains exploitent à bon escient le numérique aujourd'hui? Non, pas Ou vraiment. utilement? Non, pas vraiment, pas à mon avis. D'abord, il faut rappeler ce que c'est que l'inclusion numérique. Il faut savoir que l'inclusion numérique, donc, c'est un processus qui consiste donc à amener les outils du numérique, les solutions, notamment la téléphonie et l'Internet. Mais surtout, il faut également transmettre ces actions pour pouvoir aider donc, ces acteurs à qui nous donnons ces solutions de pouvoir utiliser les outils en question. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de solutions, mais combien de savent l'utiliser? C'est ça le véritable problème en fait. Donc je dirais qu'en Afrique, oui, il y a des solutions, il y a des innovations qui ne sont pas peut-être certes au même niveau qu'en Europe, mais il manque encore beaucoup d'actions pour permettre donc aux citoyens, bien aux populations de pouvoir s'en servir concrètement. Et je vais encore là dire qu'il y a même d'autres solutions qui ne répondent pas aux contraintes du continent, comme des solutions par exemple qui ont des latences, parce que la connexion souvent ici en Afrique c'est pas vraiment top. Donc il faut vraiment prendre en compte les circonstances du continent et à qui est-ce que on est en train de développer la solution. Il ne suffit pas juste de dire que voilà, nous sommes en train de développer une application qui permet de faire tant, mais est-ce que cette application là justement résout le problème ou bien profite aux populations? Donc voilà un tout petit peu. Je vais peut-être rester un tout petit peu avec toi. Aujourd'hui, quand on parle des outils, sinon des solutions numériques, certainement qu'il y en a plusieurs, mais on voit quand même que les Africains sur le continent, la jeunesse, utilisent beaucoup plus certains outils que d'autres. Si je veux me permettre de parler aujourd'hui des réseaux sociaux, on voit des jeunes sur ces différents réseaux sociaux, notamment Facebook, TikTok et tout ce qui va avec. Mais lorsque tu dis que pour la plupart des temps, nous, en tant qu'Africains, ne faisons pas usage utilement des outils, est-ce que tu pourras davantage l'expliquer? Bien évidemment, quand je prends les réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram et c'est comme ça, la plupart des gens qui l'utilisent, c'est pour faire quoi? C'est juste uniquement pour communiquer. Alors qu'on peut aller au-delà de ça. Vous voyez? Bien sûr, on peut gagner de l'argent très facilement avec ces réseaux sociaux. Alors que nous, les jeunes d'aujourd'hui, on se limite juste à faire des posts qui ne servent pas vraiment à grand-chose et tout. Quand je prends par exemple LinkedIn, je peux faire la promotion de ma marque ou bien de ma personne, bien de mon entreprise sur LinkedIn et tisser des relations professionnelles qui vont m'aider à grandir ma carrière par exemple.
quand je prends Instagram, plutôt que d'être là à scroller tout simplement, avoir les photos de quel star qui a fait ci, qui n'a pas fait ça, je peux utiliser ce canal pour faire la promotion de peut-être des produits ou bien de quelque chose que je suis en train de vendre. Je peux faire du marketing digital en boostant par exemple des produits. Donc il y a vraiment plusieurs manières de pouvoir se faire de l'argent ou bien de pouvoir utiliser ces réseaux sociaux plutôt que de tchatcher avec. Donc quand je prends Facebook, il y a les marketplaces sur Facebook par exemple, où tu peux retrouver des tas de choses. Maintenant après tout, il faut faire la part des choses pour savoir ce qui est vraiment vrai et ce qui est faux et tout ça. Voilà. Alors Karine, est-ce qu'aujourd'hui, selon toi, on peut se permettre peut-être de dire que c'est parce que les Africains, sinon les jeunes, on va le dire, puisque la jeunesse occupe un pourcentage assez élevé de la population africaine, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est parce que on méconnaît ces outils ou c'est parce qu'on sait, mais on préfère juste communiquer comme le dit Samuel? On méconnaît ces outils, oui et non. En fait, il faut d'abord revenir en arrière. Vous savez, en Afrique, il faut dire qu'on a embrassé le numérique assez tardivement. Donc, aujourd'hui, je me dis, en tant qu'Africain, quand on veut utiliser le numérique, il faudrait peut-être s'inspirer de ce qui a été fait ailleurs. Ok. Voilà, les autres continents, ils ont eu le temps de travailler sur le numérique. À nous maintenant de nous tourner vers eux, de voir ce qu'ils ont fait, de l'adapter à nos réalités et après l'implémenter. Maintenant, côté outils, il faut dire que aujourd'hui, quand tu n'es pas du domaine du numérique, on n'a pas trop accès à ces outils dont tu parles. Quand vous voyez la jeunesse aujourd'hui, quand ils vont sur les réseaux, c'est scroller, aller poster des photos, montrer ce qu'ils font en fait, on va dire chiller en fait. Mais en fait, pour moi, mon inquiétude, c'est que le problème, il est où exactement? Est-ce que qui a appris à connaître ou à utiliser WhatsApp? Qui a appris à utiliser TikTok? Mais par contre, quand on parle peut-être de LinkedIn, Alain nous en dira davantage tout à l'heure, on va pas forcément beaucoup de jeunes sur LinkedIn, mais comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se fait? Le problème ici, c'est que on ne va pas à la recherche de l'information, en fait. C'est comme ça, moi, je vais résumer la chose. Quand vous êtes jeune aujourd'hui, vous voulez aller sur le numérique, déjà, il faut savoir pourquoi vous êtes sur le numérique. Okay. Pourquoi tu es présent sur les réseaux? Pourquoi tu utilises tel outil? Si c'est pour t'amuser, informer, éduquer, bien sensibiliser. À partir de ça, maintenant, tu t'informes sur tout ce qu'il y a comme outil pouvant t'aider à atteindre, en fait, ton objectif. Voilà. Super. Alors, Alain. Oui. Je sais que tu es tellement présent sur LinkedIn et je fais le constat selon lequel aujourd'hui on constate qu'il y a plus de jeunes, on va parler de chez nous, de ce que nous savons, de jeunes Togolais sur TikTok que sur LinkedIn. Ouais. Mais apparemment LinkedIn offre peut-être plus d'opportunités pour nous les jeunes en termes d'emploi, en termes d'entrepreneuriat et tout ce qui va avec. Mais est-ce que c'est parce qu'on n'a pas l'information ou parce qu'on a choisi juste à se distraire? Belle question. Et ça tombe bien parce que ce matin, j'étais même en formation par rapport à comment utiliser LinkedIn. Et j'étais très content d'avoir des étudiants avec nous qui comprennent enfin l'utilité de LinkedIn. Mais comme tu l'as dit, une chose est claire, c'est que beaucoup de jeunes ignorent encore l'importance de LinkedIn. Moi, je ne dirais pas que c'est c'est parce que ces personnes-là... Bon, on ne fait pas la publicité de LinkedIn. Mais aujourd'hui, c'est très important de faire. Qu'on le veut ou pas. Super, allons-y. On pourra parler de ces réseaux-là. Maintenant, moi, je pense que c'est d'abord un problème de vision. Pourquoi je parle de vision? Karine, tout à l'heure, elle a dit qu'elle travaille l'image des gens. Et aujourd'hui, si vous voulez vous positionner comme un professionnel très sérieux, ça passe d'abord par LinkedIn. Et donc, quand vous avez un jeune qui n'a pas d'ambition, qui n'a pas de vision, qui ne sait pas là où il veut positionner... Est-ce qu'on va oser dire ça? Oui, il faut dire les choses, il faut être sincère avec nos jeunes. Parce qu'à partir du moment où tu as quand même une ambition, tu sais là où tu veux aller pour ta carrière, c'est indéniable que tu sois sur LinkedIn en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est le seul réseau sérieux au monde qui te permet de pouvoir quand même avoir une visibilité, c'est un positionnement stratégique pour ton avenir. Maintenant, les jeunes commencent quand même à avoir l'information, mais quand ils viennent avec la culture de Facebook.
Du genre, on publie des blagues, on vient publier on voit des photos de profil qui ne sont pas professionnelles, la posture n'est pas encore ça, et même l'approche pour aborder, pour entamer une conversation LinkedIn, tu as l'impression que la personne te se croit sur Facebook. Oui, mais est-ce que ce n'est pas parce que Facebook, par exemple, est assez ancré dans l'esprit des jeunes africains? C'est une question que je pose. Oui, c'est ancré. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que les jeunes arrivent à comprendre que Facebook n'est pas LinkedIn. C'est parce que c'est là, il faut arriver à faire la distinction entre les deux réseaux. Et puis, ce qu'il y a, c'est que moi, je me permets peut-être de le dire ainsi, dans nos universités aujourd'hui, on ne fait pas quand même des formations sur la culture digitale. C'est vraiment via informatique, on fait des cours d'informatique aux jeunes, mais c'est juste... Sur l'utilisation de Word et de Excel et tout ce qui va avec. Alors qu'on devait encore pousser la chose plus loin, en leur montrant, vous savez, aujourd'hui, si vous êtes étudiant, que si vous voulez aller loin, voici comment vous devez vous comporter en ligne sur les réseaux sociaux. Ne serait-ce que même sur Facebook, nos jeunes sont là. Voyez ce qu'ils publient. Vous allez voir des gens, après quand ils deviennent une autorité, on sort les anciennes photos, on sort des postures. Des dossiers. Oui, des dossiers sur eux, juste parce que ces personnes-là n'avaient pas eu le temps de comprendre qu'aujourd'hui, sur le net, tout ce que tu fais, même quand tu supprimes, ça reste et on peut après faire autre chose. Donc, moi, j'appelle également à l'université à accompagner les jeunes, à leur donner l'information. Parce que l'information n'est pas aussi disponible que ça. Et quand on donne l'information dans les écoles, il faudrait que nos jeunes aussi puissent aller à la recherche des informations. Ça, c'est vraiment important. Quand on dit qu'il y a une formation sur comment utiliser un réseau, même si c'est 5 000 ou bien 10 000, ayez quand même le courage de dépenser pour vous former. Parce que c'est pas tout le monde, on préfère toujours tout ce qui est gratuit, mais en réalité, quand c'est gratuit, c'est pas tout qu'on vous donnera, vous n'aurez pas vraiment la formation de qualité. Donc, moi j'appelle vraiment les jeunes qui nous suivent, soignez votre image en prenant les bonnes décisions dès maintenant, en se rapprochant des spécialistes. Il y a des agences qui veulent bien accompagner des jeunes pour se positionner, et ça se fait maintenant. Des gens comme Karine, rapprochez-vous de ces personnes-là pour se faire accompagner d'une manière idoine. Alors, quelqu'un dirait simplement que tout ce qui est gratuit, si vous voulez du gratuit, c'est vous le produit. C'est exactement ça. Alors, Samuel, je reviens à toi. Je comprends au travers de l'intervention de Karine et de Alain qu'aujourd'hui, la question de l'information, dans les deux sens, aller à l'information et avoir l'information également est peut-être le problème que nous rencontrons, surtout sur le continent. Mais je fais constater tout à l'heure que on réalise quand même que certains réseaux comme TikTok, comme Facebook et tout ça, aujourd'hui, c'est un peu ancré dans l'esprit des jeunes, au point où Alain vient de le dire, que même sur LinkedIn, les gens ont cette culture de Facebook. Comment faire pour que les autres réseaux aussi utiles que ces réseaux aujourd'hui que nous utilisons puissent également rentrer dans le quotidien de ces jeunes-là? Alors, pour moi, c'est très simple. Il faut tout simplement une prise de conscience. À quel niveau? À tous les niveaux, en fait. Moi, par exemple, je suis étonné des fois quand je passe par les services passeports là, malgré que le gouvernement a digitalisé une bonne partie de ces procédures, de voir encore des jeunes qui font la queue devant des kiosques pour qu'on puisse les inscrire en ligne, alors qu'ils peuvent tout simplement le faire à partir de leur portable. Et il y en a d'autres même qui n'ont pas d'adresse email. C'est vraiment écœurant. C'est aussi ça. Hein? Ah oui, ils n'ont pas d'adresse email. C'est aussi ça aujourd'hui. Ils n'ont pas carrément d'adresse email. Justement, quand tu prends leur propre téléphone, peut-être c'est quelqu'un d'autre qui les a créé l'adresse email. Et il a oublié peut-être le mot de passe. Le mot de passe et tout. Je ne sais pas, on me l'a fait. Donc c'est franchement une prise de conscience au fait. Il faut noter qu'il y a une partie des jeunes, voilà, que moi j'appelle les générations XZ, qui sont nés déjà dans le numérique. Il y a aussi ces personnes âgées là, voilà, eux ils sont là avant que le numérique n'apparaisse. On a même des personnes qui sont diplômées mais qui ne se sentent pas à l'aise au fait avec l'outil numérique. Voyez-vous un peu. Donc il faut cette estime de soi là. Et comprendre qu'il faut apprendre à apprendre. Autrement dit, la technologie et bien le numérique est en constante évolution. Donc il faut avoir cette volonté-là de vouloir apprendre au fait. Voyez-vous. Voilà. Alors, comment faciliter cette inclusion, numérique beaucoup plus en Afrique, de façon très pragmatique aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'information sur le numérique soit vraiment accessible pratiquement à tous les Africains? Comment on peut s'y prendre selon toi?
Je pense qu'à travers des séances peut-être de formation, il faut accompagner les jeunes. Et surtout pour les plus jeunes, pour moi, pour les plus jeunes, il faut déjà, comme le disait M. Alain, déjà introduire l'informatique ou bien ces informations dès le plus jeune âge. Ok. Puisqu'il y a une certaine génération, moi je me permets de le dire, entre griffes, c'est une génération sacrifiée, entre griffes, Ok. où nous on a déjà fait l'erreur, voilà. Mais on a quand même les plus jeunes quand même qui peuvent se rattraper, donc à travers des séances d'accompagnement et plein d'autres choses au fait. Alors, quand nous parlons de, Karine, quand nous parlons des séances d'accompagnement et tout ce qui va avec, est-ce que tu penserais peut-être, par exemple, à ce que cela soit incrusté dans le système éducatif, par exemple, le togolais, où depuis le bas âge, on commence par apprendre un peu sur le digital, ou qu'on soit à même aujourd'hui de pouvoir faciliter ou accepter l'utilisation des Android et tout à l'école, en classe, où les jeunes peuvent l'utiliser pour apprendre beaucoup plus ça. Est-ce que tu es en partance ou c'est pas le moment? On va rester tellement pragmatique pour vraiment apporter des solutions sur cette antenne. Voilà. Vous voulez que les gens se familiarisent au numérique. Moi, je dis ceci, il faut l'inclure dans le système éducatif. Ok. Forcément. Déjà, à l'école, on commence par au moins donner quelques notions aux enfants. Pas les, le cours pas primaire, les- c'est ça? Ou à quel niveau, On selon va toi? peut-être dire le collège. Ok. Oui, le collège. Là, je me dis, les enfants sont assez, on va dire, un peu matures. Voilà. Donc, dès le collège, déjà pour la petite histoire, moi, j'ai commencé à me familiariser à l'outil informatique dès le collège. J'étais en 6e. Ok. Et aujourd'hui, il faut dire que je remercie mes parents parce qu'ils avaient les moyens de me fournir, en fait, tout ce qu'il faut pour vraiment être familier de ça. Donc, aujourd'hui, il faudrait qu'on mette nos enfants qui sont déjà au collège devant l'outil informatique, devant le numérique, parce qu'il faut évoluer avec son temps. Plus on traîne, plus l'écart se crée entre nous et puis le reste du monde. Super. On commence dès le collège, on donne quelques notions aux enfants, ainsi de suite. Et il faudrait aussi que les parents accompagnent leurs enfants aussi à la maison. Et que ces enfants, quand ils passeront le cap du bac, aient aussi cette envie d'aller à la recherche de l'information. Parce que ça ne sert à rien d'être formé à l'école, avoir quelques notions, si toi-même tu n'as pas envie d'aller à la recherche de l'information. Alors, Alain, est-ce que les parents ont une part de responsabilité dans l'inclusion numérique aujourd'hui, beaucoup plus quand nous parlons des enfants? Est-ce que les parents aujourd'hui n'ont tout de suite pas peur de payer par exemple un téléphone Android à son enfant, supposant la question de savoir, ou penses-tu aujourd'hui que tous les enfants, déjà au lycée, au collège, que le parent veuille ou pas, l'enfant peut s'offrir un Android aujourd'hui, ou l'ont même déjà et apprennent comment l'utiliser à leurs parents? C'est un sujet qui fait toujours débat, mais on doit évoluer avec notre temps. Et il est important, en tant que parent, de prendre le risque. Parce que ce que les parents n'arrivent pas à faire aujourd'hui, à force de vouloir être sévère avec les enfants vont payer le téléphone là dehors. Et en rentrant, ils donnent ça à un ami. Et il revient à la maison. Tu as l'impression que ton enfant n'utilise pas de téléphone, mais il a quand même un téléphone. C'est pour ça, moi, j'insiste plus sur la confiance entre enfants et parents. Il faudrait que le parent puisse acheter le téléphone à son enfant pour dire, tu sais, tu t'achètes un téléphone Android, mais c'est pour telle raison. Réglementer l'utilisation. De telle à telle heure, par exemple, tu as ton Android, tu as ce que tu fais. Et avec, par exemple, YouTube, à partir du moment où tu renseignes quand même que c'est un téléphone d'enfant, tout ça là, l'Android fait de telle sorte que le système d'application Android fait de telle sorte que en fait, le contenu qu'on propose à la personne, c'est que des contenus d'enfants. Et il y a des sites même, quand tu veux ouvrir, on te dit, tu n'es pas autorisé parce que au niveau de l'âge de la personne, c'est un mineur. Ok. Et chez eux en Europe, c'est tellement poussé qu'ils essaient de faire la même chose avec, dès que tu achètes un téléphone Android, on réglemente quand même le contenu que tu dois avoir. Maintenant, au-delà de ça, moi je me permets de faire une petite parenthèse pour dire, quand nous parlons aujourd'hui du branding, tout ça là, parce qu'il faut le dire, il faudrait que nos parents puissent dépasser les jugements antérieurs. Moi je me rappelle, quand j'ai commencé par faire mon branding, combien de fois on ne m'a pas insulté? Sur les réseaux? Non, à la maison. Ok. Mais il faut te cacher, tu t'exposes trop, C'est les sorciers vont te remarquer, tu es cher pour nous, préserve-toi. Ça veut dire que
Quand c'est comme ça, par exemple, l'enfant Ça constitue un frein. Oui, ça constitue un frein. Je pense que je ne suis pas le seul à vivre cette situation-là. On te dit, cache-toi. Ne serait-ce que des simples statuts qu'on fait parfois, nos parents nous interpellent pour dire, mais cache-toi, en éveillant au lycée où nous, on va penser que tu as déjà réussi. Non. Alors qu'en réalité, c'est une image qu'on est en train de construire. On a une vision. Et il faudrait que les parents même puissent aider les enfants à dire, mon enfant, c'est bien, tu maîtrises Facebook, tout ça là, ok, c'est bon, mais il faut aller au-delà de ça. Il faut aller juste le simple fait de publier des vidéos ou bien des sorties entre amis, aller au-delà. Et puis, moi, je vais quand même dire une chose qui ne nous avantage pas aujourd'hui en Afrique, c'est quand ces sites-là, ou bien, ces sites font des mises à jour, on n'a pas de centre qui forme sur ces mises à jour. Je prends juste l'exemple banal, WhatsApp. Quand WhatsApp fait des mises à jour, on découvre. Et quand tu n'es pas spécialiste, il y a des fonctionnalités que, par exemple, nos parents n'ont jamais utilisées sur WhatsApp, quoi. Parce qu'il n'y a pas de formation, il n'y a pas d'accompagnement. Et peut-être que c'est le moment, c'est vrai, on veut que ça passe quand même par l'école, un début. Mais j'appelle également, je fais appel à ces structures-là qui sont aujourd'hui dans la communication digitale, de tendre la main aux plus jeunes. Ok. Quand je dis de tendre la main aux plus jeunes, de temps en temps, essayez dans votre stratégie d'action responsabilité sociale, il faut quand même organiser ne serait-ce que des jours de formation en partenariat avec des écoles pour aller parler du digital de façon concrète. Parce que qu'est-ce qui se passe? Dans nos écoles, on fait le responsable, la personne qui fait le cours d'informatique, cette personne n'a pas forcément la connaissance poussée. La connaissance est juste limitée au Word, tout ça là, comment allumer un ordinateur, tout ça là. Et quand cette personne n'a pas de connaissance poussée sur les réseaux sociaux, c'est quand même normal que cette personne n'arrive pas à dire aux élèves, aux étudiants, faites ceci, parce qu'elle-même n'a pas d'abord la connaissance. Bien et sûr. elle a honte de dire je n'ai pas cette connaissance-là. Donc c'est pour ça moi j'appelle aujourd'hui à cette agence-là de pouvoir de temps en temps organiser des journées numériques avec des universités, que ce soit privées ou publiques. Pourquoi pour lors même des semaines culturelles et tout ça, là, voilà, que des ça soit actions mis au concrètes. profit. Exactement, qu'on peut du faire numérique. avec les étudiants pour pouvoir les sensibiliser. Il y a des jeunes, ils font beaucoup de choses aujourd'hui par méconnaissance. Ils publient des choses juste parce que pour eux, il faut publier. Mais alors qu'en réalité, on doit les sensibiliser et c'est ce à quoi moi j'appelle nous tous, nous les devanciers, à tendre la main à nos plus jeunes pour pouvoir les accompagner. En tant que grand frère par exemple, si tu vois un jeune qui fait une publication sur les réseaux sociaux qui n'est pas bien, va dans son inbox, tu dis mon jeune frère, tu sais j'ai vu ce post là, c'est bien, mais pour ton image, tu sais dans 10 ans, tu peux être à une position supérieure, ça peut se retourner contre toi. Fais attention. Et si le jeune est vraiment ambitieux, il comprendra et il va pouvoir changer. Super. Alors, parlons de l'impact économique que peut apporter aujourd'hui le numérique et beaucoup plus l'inclusion numérique. Est-ce que, selon toi, Samuel, il faut commencer peut-être par établir des restrictions dans l'utilisation des réseaux d'une manière à éviter un tant soit peu la distraction des jeunes sur les réseaux et notamment sur des temps que nous perdons sur ces réseaux sociaux et les canaliser vers peut-être des outils qui les aideront à pouvoir s'épanouir. Et entre-temps, est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui que vous pouvez nous citer qui peuvent permettre que ce soit à la jeunesse de pouvoir vivre, s'épanouir financièrement, d'être autonome financièrement à partir donc du numérique? Bien sûr, bien évidemment. Je pense que comme le disait M. Alain tout de suite, surtout pour les plus jeunes, c'est le contrôle parental. Donc il y a plein d'applications qui sont disponibles aujourd'hui sur le marché, donc qui permettent de réglementer le contenu, d'accord, et le nombre de temps que passe en fait l'enfant ou le jeune en question sur son périphérique. Et ce n'est pas seulement pour les plus jeunes, tout le monde peut le faire. Moi-même sur mon appareil, il y a des temps de limite. Okay. Par exemple, quand je prends par exemple sur TikTok, moi-même j'ai décidé que je ne passe pas plus d'1 heure de temps par jour. Waouh, c'est une rigueur que tu C'est une t'es rigueur, imposée. voilà. Dans tous les cas, tu ne peux pas arriver à un résultat positif sans rigueur, discipline dans ta vie. Donc il faut déjà inclure cela. Donc les parents peuvent très bien le faire. Et pour les jeunes eux-mêmes,
une fois que tu as pris conscience que bon voilà, ça c'est un tout petit peu nuisible pour moi, voilà, tu mets le garde-fou nécessaire pour pouvoir y arriver. Est-ce que l'État également doit le faire? Parce qu'aujourd'hui en France, je crois il y a de cela quelques mois où cette note-là était sortie, on disait par exemple sur TikTok, il y a un nombre d'heures, je ne sais pas si ça a été promulgué, mais il y a un nombre d'heures qu'on pourra utiliser en étant peut-être sur TikTok pour que la distraction ne puisse pas, ou pour que le temps de la personne ne soit pas un temps perdu sur les réseaux sociaux et que ça ne soit pas capitalisé. Oui, je pense que c'est possible. C'est faisable? C'est faisable. Mais à mon humble avis, ce n'est pas la meilleure des solutions. Ok. Pour moi, il faut que les gens juste puissent prendre conscience. Parce que bien évidemment, on peut mettre en place ces mesures, mais les gens sont capables quand même de contourner ces mesures-là. Toujours. Pour aller toujours faire autre chose. L'homme, l'être humain, c'est compliqué. Donc, mais une fois que tu as pris conscience, et tu sais où tu vas, comme le disait M. Alain, tu prends conscience, tu mettras toi-même les outils nécessaires pour pouvoir y arriver, tout simplement en fait. Alors, nous parlons aujourd'hui des opportunités. Si tu permets, Oui. je voudrais faire un ajout par rapport à ce qu'il vient de dire. Pour moi, j'appelle à la responsabilité de l'État. Parce que on prend l'exemple banal, TikTok. Il y a des pays aujourd'hui, ne serait-ce que les États-Unis, TikTok n'est pas accessible. Parce que C'est vrai? C'est quand même. Oui, c'est une information. Hein? Il y a certains pays où c'est Oui, interdit. ce pays, c'est carrément C'est interdit carrément parce que, interdit. d'abord, c'est une guerre d'information et c'est une guerre de culture. Donc, il y a des pays où TikTok. Alain, ça me fait sourire hein, tout au long de cette semaine où le ministère de l'administration, je crois, le ministère de la justice et le ministère de la sécurité qui ont sorti des notes de restrictions, il faut le dire, hein, pour taper du poing sur la table sur tout ce qui se passe sur les réseaux et la manière dont les gens utilisent l'information. En fait. Exactement. Et moi, je salue vraiment cette Ça me fait décision parce sourire. que, Hein. aujourd'hui, ça va dans tous les sens sur TikTok et il est vraiment important qu'on puisse regarder cela. Et vous allez voir que moi, je me dis, c'est vrai qu'on dit nous sommes dans un état de droit, mais il est important qu'on puisse recadrer les choses. Notre pays, le gouvernement doit quand même, à un moment donné, discuter avec les propriétaires de ces applications-là pour leur dire, dans mon pays, je ne veux pas de tel contenu. Ok. Parce que moi, je ne dis pas d'interdire carrément l'application, mais de telle en sorte qu'il y a des réglementations pour dire, dans mon pays, voici ce que vous devez montrer à ma population. Le même TikTok que nous avons ici aujourd'hui au Togo, ce n'est pas le même contenu qu'on propose aux enfants chinois, par exemple. Il paraît que chez eux, on montre plutôt comment peut-être monter une machine, des choses Il y a une pratiques. version spécialisée carrément. Oui, il y a une version Oui, spécialisée. oui. Et donc, ça veut dire que parfois, aujourd'hui, il faut que les jeunes puissent comprendre qu'il y a des applications qui sont spécialement développées pour nous rendre paresseux en Afrique. Pour la prise de conscience. Et l'État doit saisir vraiment ce problème-là et dire, je veux vraiment que sur ce réseau-là, il puisse avoir un contenu de qualité Super. pour que nous puissions prendre conscience. Karine est en train de sourire. Tu fais Justement, glisser un mot. en fait, tu dis que l'État s'implique dans la gestion du numérique. En même temps, c'est nous qui allons créer ici qu'on bafoue nos libertés. La liberté Juste d'expression. Voilà. En tant qu'adulte, comme l'a dit Samuel. c'est qu'on doit déjà prendre conscience de ce que l'on cherche sur le numérique. C'est tout. Prendre conscience de ce que l'on cherche sur oui, le numérique. numérique. C'est ce qui nous amène à parler tantôt, Samuel, je le disais, des opportunités que nous offre aujourd'hui le numérique, que ce soit les outils qui peuvent vraiment nous aider à pouvoir capitaliser sur notre présence sur ces réseaux et aujourd'hui les opportunités financières qu'offre le numérique. Est-ce que nous pouvons apprendre un tout petit peu et donner ces informations à nos téléspectateurs? Peut-être Karine va ajouter Alain également. Bien sûr, bien évidemment, il y a plusieurs opportunités dans le numérique. Je donne sur le numérique un peu partout pour faire un peu de tout et de rien, mais quand je prends par exemple dans le domaine du téléservice, d'accord, donc grâce aujourd'hui au web, on peut remplir plein de formalités en ligne qui peuvent être faites. On a les transactions qui peuvent également être faites de manière très interactive. Quand je prends dans le domaine de la médecine, par exemple, il y a aussi plein d'opportunités. Aujourd'hui, on voit des robots qui sont là et qui permettent aux docteurs de pouvoir intervenir sur des patients à distance. Il y a la télémédecine et tout ça, comme SOS Docteur, par exemple. Il y a vraiment des tas d'opportunités. Et donc, c'est à nous vraiment de prendre conscience et voir comment est-ce qu'on peut s'en servir. Donc, comme outil, par exemple, comme tu vous en parlez tout de suite, il y a plein d'outils au fait qui peuvent permettre aux jeunes de pouvoir gagner de l'argent, par exemple. D'accord. Donc, par exemple, je prends des outils de freelance, comme Upwork, il y a Freelancer, il y a Remote OK qui te permettent de travailler depuis chez toi.
voilà, et de gagner de l'argent. Il y a un outil par exemple qui s'appelle user testing, donc qui te permet tout simplement de tester des applications, de donner ton avis et de faire de l'argent. Donc, plutôt que d'aller perdre ton temps sur, je sais pas, TikTok à scroller, à regarder des vidéos comiques, tu peux faire ça pour gagner de l'argent. Voilà, il y a plein d'outils au fait qui te permettent de travailler sur différents domaines de ta vie. Je prends par exemple l'application Habit Now qui te permet de travailler sur tes habitudes par exemple. Donc pour travailler la rigueur et la discipline. Il y a vraiment tout un tas d'outils. Côté intelligence artificielle, il y en a plein pour pouvoir apprendre de nouvelles langues. Franchement, la liste est tellement longue au fait. La liste est tellement longue au fait que quand j'entends Samuel Sakoula, il parle et ça va très rapidement, alors que peut-être que les jeunes à la maison ont envie de prendre un stylo et de noter, parce que là on parle de l'argent, on parle de ce que ça peut également nous rapporter. Peut-être le temps que je passe la parole aux autres, où nous allons refaire un petit résumé sur ces outils-là qui viennent d'être cités, parce qu'il s'agit aussi également de ça, de donner l'information, de permettre aux jeunes de pouvoir saisir ces opportunités. Karine, aujourd'hui, selon toi, est-ce que également il y a des outils très utiles qui peuvent vraiment nous aider à gagner de l'argent sur les réseaux sociaux? Des outils à gagner de l'argent. Déjà, on va revenir un peu en arrière. Pas forcément gagner directement de l'argent, mais développer des capacités qui peuvent te permettre de pouvoir s'en sortir. Déjà, Samuel a parlé de l'intelligence artificielle. Comme je l'avais dit plus tôt, c'est que en Afrique, on a pris du retard. Et ce retard aujourd'hui, quelque part, nous pénalise. Voilà, nous sommes, si je peux le dire ainsi, à l'apogée de l'IA. En tant que jeune aujourd'hui, bien expert d'un domaine spécifique, il faut emboîter le pas de l'IA. Et chaque jour, il y a de nouveaux outils de l'IA qui sortent. Et quand on parle de l'IA, il s'agit de quoi? De l'intelligence artificielle. Super. Et ça touche à tous les domaines. Le domaine de la communication, du graphisme. Ça touche pratiquement tous les domaines. Donc aujourd'hui, le meilleur outil, pas le meilleur, on va dire, l'outil phare aujourd'hui, c'est l'IA. Et en tant que jeune, si vous voulez commencer, il y a ChatGPT qui aide déjà les gens. On va l'écrire, on va l'appeler. Et comme ça fait C-H-A-T G-P-T, c'est ça? ChatGPT. Voilà. Ok, d'accord. Donc, vous allez sur chat aujourd'hui, il suffit juste de poser une question, le robot te répond. Mais on ne peut pas aussi en faire une vérité absolue. Il faudrait derrière aussi chercher toutes ces informations et essayer de corroborer en fait ce qui est fourni comme information. Mais non, quand on va parler d'opportunités aujourd'hui sur le numérique, outils, je vais plus parler de TikTok qu'on déplore en fait. Aujourd'hui, il y a des gens qui font de gros chiffres d'affaires avec TikTok. Via TikTok. Comment? Par exemple, vous avez un compte, vous avez de bons produits, vous faites de la publicité, il suffit de vous mettre sur TikTok et vous lancez un live. Ça. C'est ce que les Togolais ou les Africains, ça on le fait. Voilà. Beaucoup ont compris en réalité ça aujourd'hui. Que associer le numérique en fait à l'activité que tu fais t'apporte un plus en fait. Donc, vous vous mettez devant votre caméra, vous présentez vos produits. Il suffit moi je dis souvent ceci, que le produit soit de qualité. Il ne faudrait pas aussi vendre du toc aux gens. Et vous savez faire de la publicité, vous allez vous en sortir. À côté de ça, Samuel l'a dit, il y a les publicités en ligne qu'on peut faire aussi pour toucher de manière spécifique le client type, le client en fait cible du produit que l'on vend. Et pour ça, il faut s'approcher aussi des professionnels parce que s'asseoir chez soi et puis faire de la publicité en ligne, c'est facile, mais il y a plein de paramètres qu'il faut remplir pour pouvoir toucher le client type en fait. Alors, est-ce que Alain voudrait également ajouter quelques outils, quelques éléments ou donner quelques conseils qui pourraient permettre aux jeunes de pouvoir capitaliser sur leur présence sur les réseaux sociaux, si je peux le dire ainsi?
Les devanciers ont donné les outils. Moi, je vais juste dire aujourd'hui qu'il faut avoir une vision quand on est sur les réseaux sociaux. C'est le plus important. À partir du moment où vous avez une vision, vous saurez exactement quoi faire pour atteindre votre but. Si c'est pour vendre vos produits, vous allez comprendre que vous n'allez pas du matin au soir être dans les commérages, aller lire les histoires de Toto, les histoires de n'importe quoi. Non. J'espère que c'est pas de Toto, l'humoriste dont tu me parlais. Hein? Non, parce que c'est quand même un métier également. Hein? Le fameux Toto qui gagne toujours les blagues. D'accord. Merci pour la précision. C'est de ça que je parle. Et donc, tu vas comprendre en fait qu'il faut passer à l'essentiel et avec la stratégie qui sera adoptée pour pouvoir atteindre. Aujourd'hui, on ne peut pas interdire de ne pas utiliser les réseaux sociaux. Mais ce que nous disons, c'est arriver à utiliser efficacement, à se faire de l'argent. Le numérique aujourd'hui représente énormément. Nous ne sommes pas encore toutes les potentialités du numérique en Afrique. Ce n'est que, je dirais, même un quart ou bien, je ne sais pas. Donc, on peut encore le faire. Et toujours, moi, je dis toujours, il est important de se faire former sur ces outils-là. Parce que derrière, à part le divertissement, il y a le côté finance, il y a le côté rentabilité qui est toujours là, mais c'est juste que c'est méconnu par beaucoup de personnes. Allez à l'information, demandez de l'aide, demandez à vous faire accompagner par des spécialistes. Même si vous pensez que c'est cher l'accompagnement, pensez à la rentabilité que vous aurez si vous êtes accompagné sur 1 mois, 2 mois. Ce que vous allez gagner en retour, c'est vraiment important. Super. Alors Samuel, est-ce qu'on peut également saluer aujourd'hui les solutions innovantes des jeunes Africains, notamment togolais aujourd'hui? Est-ce que tu en connais et qu'on peut également citer sur ce plateau? Oui, bien sûr, il y a pas mal de solutions. Bon, je ne connais pas toutes les solutions, mais il y en a. Il y a par exemple l'application Relica, qui permet de gérer les problèmes de monnaie, que ce soit dans les supermarchés ou bien dans les... C'est une solution purement togolaise? Oui, bien sûr, 100% togolaise. Ah bon? Voilà. Alors, tu connais? Tu connaissais? J'ai une fois... Tu l'as déjà utilisé? Non. En réalité, c'est aussi ça. Hein. Si c'est déjà sur ce plateau, on ne l'a pas encore utilisé, c'est que c'est pas bon. Parce qu'on doit consommer le local. Karim voudrait dire un mot. Je reviens à toi, c'est juste un petit piqué. Vas-y, Karim. En fait, il faut démocratiser les choses. En fait, c'est tout ce que... Quand vous créez quelque chose de nouveau, il faut trouver le moyen d'amener ça vers le public. Il s'agit aussi des jeunes. Hein. Il s'agit aussi des jeunes. Est-ce que cela ne demande pas véritablement des moyens? Est-ce que ce n'est pas des moyens dont s'offrent ces jeunes-là pour pouvoir apporter ces outils, ces informations à portée de tous? Moi, je profite dans ça pour lancer mon coup de gueule. Il faut qu'on soit sincère. Les entrepreneurs qui font aujourd'hui dans le digital, soyez sincères envers vous-même d'abord. Parce que quoi? On a l'impression que avec ces histoires de start-up, tout le monde se lève et crée une entreprise, dit je suis start-up, juste pour avoir des financements, juste pour avoir un titre pour dire cofondateur, fondateur de. Et vous allez voir aujourd'hui avec comme tout le monde a quand même, comme tout le monde quand même arrive à développer des applications. Il y a des applications, mais il n'y a pas une vision derrière. Vous allez voir que l'application est lancée juste pour avoir un nom pour dire cofondateur PDG de. Mais il n'y a pas vraiment une stratégie marketing, il n'y a pas vraiment une communication. Ah, ça c'est le marketeur qui parle. Hein. Pour amener l'application. Ça c'est le marketeur qui parle en fait. Pour amener l'application vers les consommateurs. Voilà pourquoi par exemple. On parle de un cas, mais ça forcément on ne sait pas. Exactement. Je comprends. On va poursuivre hein, oui, avec toi Samuel. En parlant de marketing, parce que il ne suffit pas juste de faire le marketing d'une application. Quand on dit une solution informatique, ça veut dire que c'est censé résoudre un problème. Exactement. Il ne faut pas juste développer une application parce que j'ai juste une idée, mais est-ce que ça répond? Est-ce que ça résout vraiment un problème? Super. Donc tant que je développe une application qui ne résout pas un problème, on peut beau faire le marketing, le vendre comment, bon, ça va pas prendre. Alors on continue pas à parler donc de ces solutions qui résout naturellement des problèmes au Togo. Oui, justement, donc je parlais de Relica, donc qui est une application togolaise qui permet de gérer les problèmes récurrents de monnaie. Qu'on a souvent, donc quand tu achètes quelque chose dans une boutique, il n'y a pas la monnaie, donc ça fait des problèmes. Donc, comment ça marche en fait? Ça marche très simplement, tu installes l'application, donc le vendeur en question, ça marche un peu comme Express d'EcoBank.
Donc, vous avez un code QR, vous scannez tout simplement le code QR du marchand et puis la monnaie en question vient sur votre compte de monnaie virtuelle. Ok. Maintenant, plus tard, vous pouvez convertir cette monnaie-là, vous ramenez ça sur votre portefeuille T-Money. Dans tous les supermarchés aujourd'hui? Oui, mais c'est les supermarchés qui s'abonnent à la solution en question. En fait. Ok. Voilà. Donc, À part il y a ça. cette solution, par On a exemple? par exemple DocItice. Mhm. Donc DocItice, c'est un carnet digital, bien évidemment. Donc, qui permet donc au docteur donc, de pouvoir suivre l'évolution de votre santé. On a l'application Mécano, par exemple, Ok. pour des gens en panne de voiture, par exemple, de pouvoir trouver des garages tout autour. Mhm. Voilà. Et sans oublier Bizier, par exemple. Forcément. Forcément. Oublier Bizier, qui est la marketplace en vogue actuellement. Ok. Donc, qui permet vraiment de faire la promotion de ces services. Il faut noter également que sur Bizier, par exemple, vous pouvez créer des boutiques virtuelles. Ok. Voilà, je n'ai pas forcément besoin d'avoir une boutique physique, mais je peux juste créer une boutique virtuelle sur Bizier, mettre mes horaires d'ouverture, associer mes comptes TikTok, Facebook et tout. Donc, quand la personne vraiment vient sur ma boutique, il a non seulement la liste de tous mes produits, mais il a mes contacts, il peut discuter directement avec moi. Et ce qui est intéressant sur Bizier, c'est que par exemple au niveau des prix, il n'y a pas de commission, il n'y a rien du tout. Vous mettez les prix que vous voulez, vous discutez directement avec vos clients, il n'y a pas d'intermédiaire. Super. Donc on s'occupe donc de vous apporter du boost et de la visibilité en question. Merci Donc, pour voilà. ces précisions. Karine, est-ce qu'il y a une solution numérique togolaise que tu utilises particulièrement? J'ai bien envie d'entendre oui, mais j'entends là non. Oui ou non? Pas vraiment, pas encore. Pas vraiment. Merci. Mais récemment, j'ai découvert une plateforme. Je ne sais pas si vous connaissez Namasia. On apprend toujours. Voilà, Namasia. Qui- En On fait, entend c'est une parler. application mobile qui renseigne sur les prix des produits dans nos marchés. Super. Il me semble que c'est porté par le ministère du Commerce. Ok. Donc, On Genre- va aller chercher, on va chercher, on va découvrir et on va essayer de l'utiliser également. Alors, Karine, le temps est après nous. Alain, Samuel, Oui. malheureusement, on va peut-être s'arrêter ici aujourd'hui et continuer par inspirer donc ces jeunes au travers de d'autres émissions. Et je suis certain que nous aurons encore l'occasion de se retrouver sur le plateau. Peut-être Bien votre évidemment. mot de fin. Ah non, c'était vraiment un réel plaisir de partager toutes ces informations avec Le temps est vous. patient, hein, Oui, naturellement. bien ça évidemment. prend- Donc, mon mot de fin, vraiment, c'est j'encourage tous les jeunes. Il faut cesser de parler, il faut agir. Il faut cesser de plus parler, il faut Il faut agir. agir. Il faut faire ce qu'on a à faire. Et cesser de parler, c'est comme ça. Alors, C'est le plus important. Mon mot de fin, c'est appeler les jeunes à plus de responsabilité et à faire face à leur destin, avoir une vision et une ambition pour savoir qu'est-ce que je veux devenir et trouver les outils numériques qui peuvent les accompagner à atteindre l'objectif. Parce que tout réside en fait dans l'objectif que vous avez défini. Vous trouverez forcément les moyens. Et n'hésitez pas, moi je le dis toujours, un des problèmes de nos jeunes aujourd'hui, c'est ce que j'appelle la honte de solliciter De l'aide. de l'aide. hmm, Je comprends pas. En réalité, les aînés ont envie de vous aider. Donc, parfois, quand vous êtes bloqué, laissez votre ego, rapprochez-vous humblement, dites je suis bloqué. Peut-être après l'émission, par exemple, tous les sites qu'on nous a donnés tout à l'heure ou bien les applications, vous n'avez pas peut-être noté, mais rapprochez-vous de Coco. Au lieu de dire, bon, si je me rapproche de lui, il va dire que je n'ai pas été attentionné lors de l'émission. Non. Bah, il faut laisser les égos et de côté et pouvoir solliciter de l'aide quand vous êtes bloqué. On sera là pour vous accompagner. Bien Donc, sûr. c'est mon mot de fin. alors ce serait elle, hein, la grande dame qui va clore la toute première partie donc, de cette émission. Karine, le privilège est à toi. mon mot de fin va à l'endroit de la jeunesse. Elle a la possibilité de façonner le monde de demain. Et ce monde de demain passe forcément par le numérique. Le numérique, ce n'est pas que la distraction. C'est aussi apprendre. Aller à la quête de l'information. Se rapprocher des professionnels. Demander de l'aide, comme l'a dit Alain. N'ayez pas peur. Rapprochez-vous de vos aînés. Demandez-leur. Écoutez, grand frère, grand soeur, j'aimerais me lancer dans le numérique plus tard. Quels sont les outils? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir comme acquis pour s'en sortir plus tard?
Vous avez tout compris, l'avenir est il est devant nous et nous pouvons donc construire cet avenir à partir des décisions que nous prenons aujourd'hui. Je pense que c'est sur ces mots que nous mettons fin à cette toute première partie de cette merveilleuse émission qui a été consacrée à vous et à l'inclusion numérique en Afrique. Nous faisons cette petite pause et nous revenons avec notre invité du jour. À tout à l'heure. Nous recevons pour vous donc car sur ce plateau Apuk Keren Victoire. Merci de venir nous visiter à New World aujourd'hui dans l'émission New World Economy. Ça fait un grand plaisir de te retrouver. Comment tu vas? Bonjour Coco, merci de me recevoir déjà. Merci, je vais très bien et toi? Oui, ça va également. Alors on va partager ce petit moment avec Alain et Karen qui sont également avec nous sur ce plateau. Alors de temps à autre, le privilège sera partagé. Hein. On posera toutes les questions à Victoire donc sur ce plateau. Victoire, c'est vrai, derrière Victoire, on entend Apuk. Et tout de suite, ça nous réfère à la photographie. Mais dites-nous davantage sur toi. Quand on dit qui est Victoire? Ok, alors Victoire, c'est une passionnée de l'image, c'est une passionnée d'histoire, c'est une passionnée de photos et des médias en général. Et donc, Apuk est né de cette passion-là. Et j'ai commencé en 2012, plus précisément. Après, j'ai commencé à être vraiment connue en 2014. Et j'ai commencé juste par la photo. Et je racontais à tous ceux qui voulaient le savoir que je voulais faire des films quand je serais grande. Et donc, j'ai commencé par la photo un peu pour commencer quelque part. Et après, ça a pris. Et donc, j'ai commencé à faire la photo à ma famille, mes amis, des photos de paysages, etc. C'était quelque chose comme un hobby que je faisais, que les gens voyaient et que les gens aimaient. Et c'est à partir de 2014 que j'ai couvert mon tout premier mariage. J'ai couvert tout le mariage. Du début jusqu'à la fin. Du début jusqu'à la fin. Et pour la petite histoire, oui, toute seule. Et pour la petite histoire, les mariés se sont connus par ma passion. Donc, en gros, j'ai fait les photos à la dame. Et le frère, il était dans mon église et tout. C'était un ami. Il a demandé son numéro. Et de fil en aiguille, ils ont décidé de se marier. Aujourd'hui, ils ont 2 enfants. Et c'était mon tout premier mariage qui était marquant aussi. Ils ont dit, c'est toi qui fais toutes les photos. La dot, la civile, le religieux. Et je pense que c'est cette année que c'est lancé en fait. Après ça, j'ai couvert 6 mariages la même année. Après, c'est une histoire. Après, c'est une histoire. Et tout au long donc de ce partage, on apprendra un peu sur cette belle histoire-là, qui n'est pas encore finie, mais qui vient à peine de commencer. Aujourd'hui, quand on parle de Apuk, qu'est-ce qui est derrière ça? Et Apuk voudrait dire quoi? Ok, Apuk, en tout cas, c'est Apuk vient de Keren Apuk. Okay. Et Keren Apuk veut dire la force de la beauté. Voilà. C'est intéressant d'apprendre, hein? Alain, on continue par apprendre. Oui. Allons-y. Keren Apuk veut dire la force de la beauté. Du coup, Apuk, c'est plus beauté, éclat, brillance. Donc, c'est un nom de la Bible que j'ai pris et ça vient de là. Alors, est-ce que tout au début, c'était un peu, c'est vrai, on parle de la passion et tout, mais est-ce que tu as eu des oppositions
dans la décision d'aller vers peut-être la photographie? Quand au début tu parlais de encore en 2012, est-ce que même les parents étaient d'accord que tu puisses embrasser ce métier, en faire un métier de vie? Ouais, alors c'est une bonne question parce que quand j'ai commencé en 2012, j'étais un peu en train d'avoir mon bac en fait. Je venais d'avoir mon bac, je commençais la première année en licence comme marketing et communication. Et je peux dire le premier défi ou bien la première opposition que j'ai, c'est le fait que je sois une femme déjà et que je sois très jeune. Donc les parents ne voyaient pas vraiment une femme. Tu veux, on te met dans une licence comme marketing communication, tu commences à faire de la photo. Ils comprenaient pas vraiment, mais ils ne m'ont pas empêché de le faire. Donc à côté, ce qui était bien, c'est que je travaillais bien à l'école, mais à côté, quand je rentre à la maison, j'étais en train de suivre des tutos, comment faire des photos, comment améliorer, comment faire les retouches et tout. Donc ça s'est développé au même moment que ma licence en fait. Et donc ce qui fait que après ma licence, dès que j'ai eu mon diplôme, les gens ont commencé à me contacter, non pas pour la licence comme marketing communication, bien que j'avais écrit plein de lettres, j'ai l'honneur, etc. Et ça s'est fait que juste après ma licence, des gens beaucoup ont commencé à me contacter plus pour mon talent de photo du coup. Donc j'ai commencé à avoir des demandes pour couvrir des photos de mariage, même pour les entreprises, faire leurs photos professionnelles, etc. Du coup, j'étais plus sollicitée pour ça. Donc du coup, ma licence coïncidait justement en 2014 où ça a pris de l'ampleur parce que j'avais plus de temps pour le consacrer à ma passion. J'étais à la maison, je faisais rien du coup, je me suis consacrée à fond. Et c'est dans cette période-là que Hapuk est né du coup. Donc Hapuk Company est né en cette période et j'ai commencé de fil en aiguille vu que j'avais beaucoup de sollicitations. J'ai créé une équipe. On était à un moment, on était pratiquement 8 personnes. J'ai formé des personnes. 8 personnes? Ouais. Oui, 8 personnes dans mon équipe. Et donc, j'ai formé tous ceux qui étaient là. Genre, j'avais des gens qui m'approchaient. Ah, je veux apprendre la photo. Je veux voir comment tu fais. Et je les ai formés tout simplement. Ce qui fait que sur le terrain, j'étais plus seule. Et des fois, je n'allais même pas sur le terrain. J'envoyais mes gars, en fait, pour faire les photos. Alors, je comprends aujourd'hui que c'est carrément toute une industrie. Parce que là, quand on parle de la photographie, Alain, et quand on me parle de déjà 8 personnes, il y a de cela quelques années, Dieu seul sait le nombre de personnes aujourd'hui qui travaillent au sein de Hapuk Company. Est-ce que pour toi c'est une vocation, c'est simplement une passion qui est naturellement, qui est née et qui t'a amené là, ou c'est peut-être un chemin tracé que tu as suivi avec tous les risques possibles et qui a donné ce que ça donne aujourd'hui? Ouais, je peux dire c'est un peu de tout ça en fait. C'est un peu de tout ça parce que au début c'était juste une passion. C'était un hobby comme j'ai dit, je le faisais pour m'amuser. Mais en fait, de fil en aiguille, plus je m'appliquais, plus je devenais excellente, plus je maîtrisais mon art. Ça a fait que c'est devenu une vocation, bien un métier. Aujourd'hui, je le fais à temps plein et aujourd'hui, je fais même un master de image et réalisation à Paris. Et donc, je peux dire c'est un chemin qui a été tracé et que j'ai suivi finalement parce que j'aime ça, j'aime le faire. Et quoi de mieux que de faire ce que l'on aime et d'être payé pour ça. Donc, voilà. Je sais que forcément, Alain, le connaissant, a tellement de choses à te demander. Mais avant peut-être de laisser la parole à Alain, aujourd'hui, peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui travaillent pour l'entreprise Hapuk. Ce n'est plus Victoire qu'on voit, mais derrière, c'est toute une entreprise. Et est-ce que carrément aujourd'hui, ce métier, c'est un art? Le métier de photographie, c'est un art? Parce qu'avant, on le voyait juste comme une personne qui se présente quelque part et qui juste prend des photos et qui est payée à juste titre. Mais est-ce que c'est carrément toute une industrie? C'est un art? Dites-nous davantage sur ce métier. Ouais, je peux dire aujourd'hui, c'est un métier plus développé que beaucoup plus que le temps où j'avais commencé. Parce qu'en 2014, en 2012, il y en avait vraiment, on connaissait que des bavards. Je me rappelle une fois au premier salon du mariage à Lomé et c'était ma première exposition. C'était le premier salon du mariage et j'avais exposé mes photos. Je me rappelle que le responsable de Dick Bava était venu. Moi, je le connaissais pas personnellement. Il était venu, m'a tendu la main comme ça. Il s'est présenté. J'ai dit waouh. Et moi, dans mon temps, quand on disait Dick Bava, mes parents m'amenaient à Dick Bava, vous voyez, on fait les photos. C'était la référence, en fait. Et moi, c'est là où j'ai eu
eu le tic, je me suis dit, mais en fait, on fait quand même quelque chose. En fait, je fais quand même quelque chose. Et aujourd'hui, c'est tout un art. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se sont lancées dedans. Je bénis Dieu aussi parce que j'ai été une inspiration pour beaucoup de femmes aussi dans le domaine. Parce qu'avant ça, il n'y avait aucune femme. En tout cas, à ma connaissance, il n'y avait aucune femme dans le domaine au Togo. Et donc, après ça, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit, ouais, c'est en te voyant que je me suis lancée, c'est en te voyant que je fais ci, je fais ça. Et donc, je me dis, aujourd'hui, au-delà même d'un art, c'est un métier qui mérite toute une considération. Qui mérite toute une considération parce qu'aujourd'hui, il s'agit juste pas de faire des photos pour faire des photos. Il s'agit de raconter une histoire, en fait. Wow. C'est ça. De raconter carrément une histoire. Yes. Alain? Oui. Et ce n'est plus simplement prendre des photos, hein, mais de raconter toute une histoire. Et ça se raconte à travers des images, c'est ça? Oui, c'est ça. Cher Victoire, merci beaucoup pour... Je crois que ça mérite d'avoir des ovations hein, sur ce plateau, je t'assure. C'est pas aussi évident que ça, Alain. Oui. Tout à l'heure, dans son développement, elle disait de prendre des photos et d'être payée à juste titre. J'aimerais poser la question de façon sincère. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ce métier nourrit son homme? Parce que aujourd'hui, avec l'arrivée des téléphones poussés, avec tout ça là, quand on appelle un photographe pour des prises de photos et que la personne donne son prix, on a l'impression, c'est ce qui est bien tout à l'heure quand vous disiez que c'est pour raconter une histoire. Parce que on a l'impression que beaucoup de personnes ne connaissent pas en fait l'autre signification. Pour eux, c'est juste en fait prendre son téléphone et prendre une photo. Alors, pensez-vous aujourd'hui que la population est quand même cultivée, bien éduquée pour comprendre l'importance de votre métier? Et est-ce qu'on vous paye souvent? Est-ce que ça nourrit son nom? Ouais. Après, je veux dire, au début, quand j'ai commencé, je n'étais pas aussi payée bien qu'aujourd'hui. Et je pense que l'expertise suit, je peux dire, le prix suit l'expertise, en quelque sorte, si je peux le dire comme ça. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a les téléphones, il y a les iPhones et tout ça, ça peut dépanner. Mais un professionnel... Ça peut dépanner. Ouais, ça peut dépanner. Mais pas remplacer. Mais pas remplacer. Un professionnel qui connaît son art, qui sait raconter une histoire. Mais t'es une personne, je ne sais pas, j'ai quelques cas de clients qui m'avaient contacté pour leurs photos et tout, et qui finalement n'avaient pas peut-être des moyens. Et après, ils disent non, j'ai un oncle, j'ai un ami et tout. Ils ont géré avec leur téléphone, qui sont revenus me montrer des photos totalement floues ou des photos qui ne racontaient pas vraiment une histoire, des photos prises à la volée. Ils me disaient, mais est-ce que tu peux retoucher? J'ai dit non, je suis désolée. Parce que c'est un art, en fait. C'est pas juste le fait de prendre un téléphone. Et même, je connais des professionnels peut-être qui ont des matériels qu'il faut, mais il s'agit pas juste d'avoir le matériel. Et moi, j'ai eu, je peux dire, le fait d'avoir commencé aussi petit, c'est un peu ce qui m'a aidé même dans mon art. Parce que je connais des photographes aujourd'hui qui ont de bons appareils et tout, mais ils savent pas prendre de photos. Je suis désolée, mais ils prennent juste des photos pour prendre des photos. Donc, comme je l'ai dit, c'est tout un art. Il faut savoir capter l'émotion. Il faut savoir raconter une histoire. Il faut savoir, transmettre des émotions aux clients. Et moi, j'ai une cliente une fois, et ça m'a marqué, je l'ai gardé là, qui m'a dit, mais Victoire, tu sais pas ce que tu produis au travers de tes images. Tu sais pas l'émotion que tu produis. Elle avait même des larmes aux yeux en voyant les photos. Elle se disait, waouh, tu nous fais revivre un moment, tu ne sais pas ce que tu produis. Et la dernière fois, j'avais un événement et j'ai une autre personne connaissance qui m'a dit, c'est toi qui m'as redonné goût au mariage. Wow. Vous imaginez? Il m'a dit, moi, je croyais pas au mariage, mais juste en voyant tes photos, tu m'as redonné goût au mariage. Et pour moi, c'est la plus belle récompense parce que c'est pas juste le fait de faire des photos ou faire des photos, mais c'est pouvoir transmettre un message, transmettre des émotions. Et j'ai beaucoup de clients qui me disent, en fait, elle ne fait pas des photos juste pour les faire, mais c'est pour raconter une histoire. Et moi, c'est là où l'art est important et le professionnalisme aussi important. Et c'est pas juste le fait de prendre un appareil et le professionnel, je peux dire, le photographe professionnel garde toujours sa place parce que c'est un métier comme les métiers qu'on voit, qu'on valorise, les banquiers, je sais pas, les assistants, etc. Voilà. Alors, naturellement, aujourd'hui, tu es sollicité, que ce soit par des entreprises, des événements et tout ce qui va avec. Alors, Victoire, dis-nous sur ce plateau. On va pas parler de ton cachet le plus élevé. On va pas parler naturellement de ça. Mais ce que je voudrais savoir, quel a été ce cachet-là que tu as reçu? Tu as dit, ça y est,
tu as été très heureuse, très contente et tu t'es dit, c'est bien parti là. Ouais, je pense que c'était un contrat qu'on a eu là, c'était mon premier contrat à l'extérieur au Burkina. Non, c'était pas le premier quand même à l'extérieur, mais c'était un contrat pour une ONG qu'on a fait au Burkina et on gagnait pratiquement 2 millions et quelques. Et avec mon équipe, et c'était une victoire comme c'était une première pour nous. Combien de jours? Pour combien de jours? On était logés, on était nourris, on a passé pratiquement 3 jours. Wow. Et on est revenu. Bon, on va se faire former. Hein. Ça, c'est très sûr. Karine, en plus du branding, moi, c'est important, quoi. En fait, déjà, félicitations pour le travail que vous faites. Vous êtes la 3e femme photographe que je rencontre. Wow. Voilà. Pour revenir au branding. Ce n'est pas le téléphone qui va prendre de belles photos. Pour ça, il faut des appareils adaptés. Et ça, on le voit. Je l'ai vu, je connais ça parce que je suis en agence. Ça demande des moyens. Je me demande comment vous faites pour avoir tous ces matériels-là et faire le travail que vous faites. C'est compliqué. Et en même temps aussi, il faut suivre les tendances aussi en matière d'appareils. Parce que les appareils qu'on a eu il y a de cela 50 ne sont plus adaptés à aujourd'hui. Donc, moi, je me dis, comment faites-vous pour suivre cette tendance du côté des appareils? Comment vous faites? Je pense que on est tout le temps en apprentissage et aujourd'hui, bon, je peux dire j'ai la grâce, je suis à Paris maintenant, je suis plus vraiment à Lomé, donc grâce à ton métier, hein. Grâce à ton métier. Ouais. Donc je peux dire. Alain, quand est-ce qu'on sera à Paris aussi? Alain a parlé de vision. Et donc moi je veux dire, c'est le fait justement de valoriser ce métier-là et qu'il y ait des personnes qui reconnaissent ce métier-là et qui sont prêts à payer le prix pour ça. Et donc je peux dire, on a eu des faibles commencements. J'ai pas commencé du jour au lendemain à facturer 1 000 euros, bien des millions d'euros de francs CFA, pardon. 1 million de francs CFA, etc. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais le fait que on a montré notre expertise, on a montré de quoi on était capable, le fait que on a les résultats, vous voyez les images, vous voyez ce que ça donne, et ça produit une confiance auprès des clients. La netteté, la qualité. Ouais, la qualité aussi, l'émotion transmise, c'est tout ça. Quand tu rentres chez Apple, quand tu ressors, on te reconnaît plus, hein. Ça c'est vrai, hein. En tout cas, Coco, moi j'ai encore une question. Une dernière question compte tenu du temps que nous avons. Tout à l'heure, tu posais la question sur peut-être ce cachet là qui lui a donné. Allez, Gabi de la Nina, allez. Qui lui a quand même fait comprendre qu'elle a choisi le bon boulot, le bon travail. Mais moi, je m'en vais poser la question inverse. Quelle expérience t'a à un moment donné fait douter de ton choix? Secoué un peu. Ouais. Secoué. Où tu t'es dit, il y a eu beaucoup, bon, je sens que je peux arrêter. Ouais, il y a eu beaucoup. C'était surtout à mes débuts. Et je me rappelle qu'une fois, j'avais passé mon appareil à un cousin. Il faut jamais faire ça. Donc, à un cousin qui, il a pris et il a capoté, en fait. Wow. Et ça fait que à un moment donné, c'était l'appareil que j'utilisais à mes tout débuts. Ça fait que à un moment donné, je n'avais plus d'appareil du tout. Et à ce moment, je me suis réfugiée un peu dans la retouche photo parce que j'avais pris plein de photos que je ne retouchais jamais. Et cette période-là, j'ai profité pour faire de la retouche photo. Ça fait partie des expériences qui étaient compliquées. Après, c'était aussi le manque de matériel parce qu'au début, c'était pas évident d'avoir du matériel vu que je ne facturais pas mes services. C'est à un moment donné que un client m'a dit, mais tu peux pas me faire ça et je ne te paie rien. En plus, j'avais donné un prix dérisoire. Elle m'a dit, non, mais je te paie 10 000 francs. Wow. Et c'était le premier cachet, je peux dire le premier paiement que j'ai eu et c'est le client qui l'a imposé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à facturer mes services. Donc je peux dire c'était ces débuts-là qui étaient un peu compliqués pour moi, difficiles, et le fait de ne pas voir que le métier est valorisé, de faire le tour de dire non, tu fais juste des photos et puis voilà quoi, genre il y a des gens qui ne valorisent pas le travail, mais c'était plus au début. Aujourd'hui je peux dire ça va mieux. Alors, on est parti en résumé de 10 000 à des millions. Ouais, c'est ça. Alors, nous sommes pratiquement, Karine, peut-être à une dernière question, c'est ça? Nous sommes vraiment pratiquement, tu n'as pas le temps. Une question? Et arrivé. Pas une question. En fait, On n'a pas? au tout début, tu as parlé de
de la photographie comme Oui. art. Oui. Et Alain a demandé comment ça fait vivre l'homme. Oui, oui. Déjà, il faut savoir que grâce aux réseaux sociaux, la photographie a connu, on va dire, un boom. Parce que quand vous voyez les stars américaines, les influenceurs internationaux, c'est la photo en fait qu'ils vendent. C'est à travers les photos que des professionnels comme Karen font. Donc, toi, tu fais ton travail de Justement. branding. Et c'est pour ça que ça t'approche à revenir sur ça. Justement. Donc, merci pour le travail que vous faites. Vraiment, parce que vous nous aidez beaucoup. Vous nous aidez beaucoup. Merci. Alors, nous sommes, Victoire, hein, arrivés, hein, malheureusement, à la fin, malheureusement, heureusement, à la fin de ce petit temps qu'on a passé. Mais quelle est la vision? Quelle est ta vision pour les 5 ans, les 10 ans à venir? Et quel serait ton message en guise de mot de fin pour toutes ces femmes-là qui sont là et qui te suivent dans cette émission? Ok, après ma vision aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, quand j'étais petite, je racontais à tous ceux qui voulaient savoir que je voulais faire des films. Et donc, ma vision serait de réaliser enfin un film. Et donc, dans les 5 ans à venir. Et après, mon message pour les femmes qui voudraient se lancer, c'est que tu n'as pas de raison, en fait, genre... on n'a aucune limite. Voilà, on n'a aucune limite. Et aujourd'hui, le fait que je sois ici, le fait qu'il y ait des femmes aussi qui soient dans le domaine, te donne tout, je peux dire, tout le crédit qu'il faut pour réussir, en fait. Et donc, quand tu penses un truc, souvent, j'ai mon père qui me dit souvent, si tu peux le penser, c'est que tu peux le réaliser. Et donc, le simple fait d'y penser, le simple fait de voir cela, c'est que tu peux le réaliser et ne te donne pas de limite. Lance-toi. De toute façon, si tu lances pas, tu ne sauras pas si ça réussira. Donc, lance-toi et tu verras. Voilà. Alors, lance-toi et tu verras. Victoire, hein, merci d'être parti chez nous. Alain, merci également. Karen, ça a été un grand plaisir. Hein. Un grand plaisir, vraiment. J'espère que votre premier film se fera au Togo. Yes. Bien sûr. J'espère. Oui. Alors, vous avez tout compris, nous sommes donc arrivés à la fin de cette merveilleuse émission qui nous a été proposée aujourd'hui. Merci donc à toute l'équipe, merci à tous les invités qui ont été avec nous, merci à Pouk, sinon à Victoire, Keren, qui également partagé de son temps avec nous. Vous avez tout compris, on peut réussir une fois que nous l'avons pensé, c'est que nous pouvons le réaliser et c'est sur ça que nous nous retrouverons certainement la semaine prochaine pour continuer par vous inspirer. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir.